Nous commençons avec des informations impressionnantes. Les images des manifestations là-bas en Italie, ce sont des feux d'artifice et en fait les manifestations contre les Jeux olympiques d'hiver ont été assez chaotiques. Les manifestants n'ont pas seulement lancé des feux d'artifice, mais ils ont aussi essayé de boycotter. Ils assurent qu'il y a un impact sur l'environnement ainsi qu'un chaos économique, c'est-à-dire des dépenses excessives dans de nombreux domaines qui, selon eux, ne sont pas vraiment nécessaires. C'est du moins ce que disent ces personnes qui ont manifesté et qui, évidemment, se sont affrontées à la police. C'est cela qui attire l'attention actuellement. Passons aux nouvelles mondiales. Regardez, il y a une situation qui attire beaucoup l'attention, car on affirme qu'il y aurait une information concernant un appel téléphonique provenant d'un service de renseignement étranger. Attention, avec cela, oui, elle est la responsable de la NSA, la responsable de la sécurité nationale. Oui, la NSA. L'Agence de sécurité nationale a détecté un appel téléphonique totalement inhabituel. Un service de renseignement étranger était en train de communiquer avec quelqu'un de très proche de Donald Trump. Cette situation a déclenché les alertes et est déjà publique. Donc, évidemment, soit ils ont divulgué cela parce qu'ils soupçonnent quelqu'un de très proche de Trump, soit je me demande même s'ils ne soupçonnent pas Trump lui-même. Voyons les informations disponibles, ce qui a fuité, les infos officielles et les soupçons. Nous sommes en direct, alors si vous nous regardez en direct, laissez votre commentaire s'il vous plaît. Si vous regardez en différé, merci aussi. Merci pour votre fidélité. Passons aux détails. La NSA, l'une des agences dont on entend peut-être le moins parler, on parle toujours du FBI, de la CIA, du Pentagone, mais on ne parle pas autant de la NSA. Tulsi Gabbard est également très connue. Selon les rapports, la directrice du renseignement national des États-Unis aurait bloqué la diffusion du rapport de cet appel. C'est-à-dire, pour une raison quelconque, ils veulent bloquer ou censurer cette information. Ce détail, ils affirment que la chef de cabinet, Suzy Wells, a remis une copie imprimée. Vous vous souvenez de Suzy Wells, la responsable de contrôler le cabinet de Donald Trump, qui a récemment donné une interview assez controversée, n'est-ce pas? Où elle comparait Trump à un ivrogne, vous vous souvenez? C'était une métaphore évoquant les ivrognes qui parlent franchement. Sa façon de le dire était curieuse, avec plusieurs détails intéressants. Mais c'est une autre histoire, non? Qu'est-ce qui se passe? Gabbard aurait demandé à la NSA de garder le rapport secret et de transmettre uniquement les informations classifiées à son bureau. La NSA gère tout le renseignement, non? Elle lui rend des comptes et informe « Eh, il y a cette information ». Y a-t-il quelqu'un de proche de Trump qui reçoit des appels de renseignement d'un autre pays? Comment ça se fait? Y a-t-il des fuites jusqu'au plus haut niveau ou y a-t-il une collaboration secrète en dehors des protocoles officiels de sécurité et de renseignement? Qui fait fuiter des informations? Vous êtes sûr qu'ils font des rapports? Cette enquête dure déjà depuis plusieurs mois. Le 21 mai dernier, une plainte officielle a été déposée auprès de l'inspecteur général pour une affaire jugée préoccupante et urgente. Le bureau de l'inspecteur général a rejeté la plainte après seulement 14 jours, affirmant qu'elle n'était pas crédible, bien qu'il ait permis aux plaignants de porter l'affaire devant le Congrès, mais sous certaines conditions. Le rapport a ensuite été bloqué. Ce rapport va être débloqué ce même mois, février 2026. Il doit être débloqué. Malgré les lois qui stipulent que les rapports des lanceurs d'alerte doivent être envoyés au Congrès dans un délai maximum de 21 jours, ils ont fait en sorte que l'information n'arrive pas au Congrès. Pas avant de nombreux mois. Imaginez, c'est mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Tous ces mois pour que cela soit divulgué et porté devant le Congrès, alors que cela aurait dû l'être en 21 jours maximum. L'indépendance de l'inspecteur général a été remise en question lorsque Tulsi Gabbard a nommé l'un de ses principaux conseillers à ce poste, qui aurait dû être indépendant.
Des républicains comme Tom Cotton ont soutenu Gabbard, mais d'autres pas autant. Même des membres du Congrès comme Mark Warner accusent d'une tentative délibérée d'enterrer une plainte qui est extrêmement préoccupante. Qui et pourquoi? Recevait-il des appels d'autres pays? De quel pays s'agit-il? La Russie, la Chine, qui passent des appels de renseignements étrangers à des proches de Trump? Le lanceur d'alerte, donc, est inquiet, il craint évidemment qu'on veuille enterrer l'information et, évidemment, il s'exprime par l'intermédiaire de son avocat. Il dit vouloir s'adresser directement aux commissions du Congrès pour une séance d'information non classifiée sur Gabbard et l'appel intercepté. Donc cette information qui n'a pas encore été divulguée est détenue par cette personne et par son avocat. Et il demande donc que le Congrès écoute ce qu'il a à dire. Un nouveau scandale s'ajoute aux difficultés actuelles de Donald Trump, notamment l'affaire Einstein, affaire possible d'espionnage au sommet. Que discuterait-il là-bas? Quelles infos seraient à partager? Ce sera très intéressant à observer. Pendant ce temps, hier aussi je vous parlais et je vous montrais ce robot. Hier, Astrid et moi vous le montrions. Ce robot appelé Atlas, qui vient de Boston Dynamics. Atlas est un robot humanoïde, mais maintenant il y a beaucoup plus d'informations sur ce robot. Voyons les détails de quelques données, certains points, peut-être impressionnant et surtout utile, car jusqu'à présent les robots restent limités et accomplissent peu de tâches. Il rapporte qu'il peut soulever 50 kg fonctionner en autonomie, 4 H changer de batterie en 3 minutes et se recharger sur des prises de 110 et 200 kWh. Il dispose de 56 degrés de liberté articulaire d'une portée de 2,3 mètres et d'une résistance à l'eau. Il résiste à des températures extrêmes de -20 à 40 degrés au froid comme à la chaleur. Il peut continuer à travailler pendant les heures où il n'est pas utilisé tant qu'il a de la batterie. On la change et il fonctionne. Pouvez-vous partager? Supposons qu'un groupe de travailleurs dans une entreprise fonctionne et que l'un d'eux a appris à faire quelque chose plus efficacement. Eh bien, cette information est automatiquement transmise à tous ses collègues robots, pour ainsi dire, et cela fonctionne comme un réseau. Alors tous les autres sauront déjà que la meilleure façon de monter telle boîte à tel endroit doit se faire de telle manière, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de les reprogrammer, mais automatiquement, ils apprennent tous. Comme s'il s'agissait d'une sorte de pensée unitaire, pour ainsi dire, très étrange. C'est super intéressant à cause des utilités que ce robot pourrait avoir. En même temps, tu vois comment il évolue de façon très intéressante et aussi, inquiétante. D'un autre côté, non? Selon eux, ils appellent cela l'apprentissage collectif en réseau. Atlas peut partager en temps réel l'apprentissage de nouvelles tâches. Avec toute sa flotte, il utilise Orbit pour s'intégrer aux plateformes MIS. WMS également, pour la gestion centralisée de la production. Il fonctionne de façon autonome ou via tablette selon le flux de travail, offrant ainsi plusieurs options, déjà présentées dans ces boutiques technologiques. Changeons de sujet, une anomalie a été découverte, c'est intéressant, abonne-toi. Assurez-moi, c'est bien. Les températures dans l'océan génèrent une série d'anomalies à l'échelle mondiale, que l'Espagne vit en ce moment avec cette tempête qu'elle a eue, mais cela va commencer à être observé dans d'autres parties du monde.
Selon les rapports, on détecte un réchauffement de 2 à 3 degrés au-dessus de la normale, principalement dans cette zone de l'Atlantique. Abonnez-vous. Cela génère et alimente déjà, dès maintenant, des hivers et des tempêtes très intenses. Cette différence de température, même si elle peut sembler petite pour les questions océaniques, c'est énorme. Cela génère plus d'énergie disponible pour la formation de dépressions, augmente la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, intensifiant les pluies à différents endroits de la planète. D'après les rapports, l'excès de chaleur contribue à ce qu'ils appellent un train de dépression, qui arrive en continu depuis l'ouest de la péninsule. Là-bas en Espagne, ils rapportent qu'une tempête très violente s'est produite. Les rafales de vent ont été préoccupantes, dépassant les 80 km/h ainsi que les excès de pluie qu'ils ont eus dans ces régions. Ici, plusieurs d'entre vous qui vivent en Espagne nous ont déjà parlé de cette situation qui s'est produite. Nous avons partagé ici certaines des images de la houle et des inondations qu'ils vivent et qu'ils confirment. Cela pourrait se produire cette année dans divers endroits du monde. L'excès de chaleur dans l'Atlantique pourrait entraîner une vague de tempêtes et d'ouragans atypiques, disons, plus grands et plus puissants que les autres années. Pour l'instant, cela n'a pas encore été fait. Les prévisions annuelles des ouragans ne sont pas encore sorties, mais elles devraient arriver ce mois-ci. À la fin février, le premier sort et ensuite, vers mai ou juin, une autre prévision plus avancée pour toute la saison des ouragans est publiée. Alors, nous allons voir ce qu'ils disent, pour voir s'ils prennent en compte ces informations. Bien sûr, je suppose que oui, parce qu'au final, il s'agit d'analyser comment sont les températures, comment ça évolue, et donc de déterminer, n'est-ce pas, quelle est la situation. En attendant, un autre sujet d'attention est la situation à Cuba, où 3,4 millions de personnes sont actuellement sans électricité. Là-bas, eh bien, évidemment, une crise qui est en train d'être vécue et que nous avons déjà commencé à observer ici. Entre ce qui se passe à Cuba et ce qui se passe en ce moment, avec les coupures de courant en Ukraine et en Russie, c'est évidemment un sujet très grave. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais il a été rapporté aujourd'hui qu'il y a eu un effondrement partiel du système électrique à Cuba. D'après les rapports, le système électrique national de Cuba, le CEN, a subi un nouvel effondrement partiel qui affecte près de 3,4 millions de personnes. Ils assurent que, ça va et ça vient, non? L'électricité part, elle revient. Cela génère constamment des problèmes. La compagnie explique que les coupures résultent d'un déclenchement sur la ligne à haute tension. Mercredi, une importante panne de courant a touché Granma, Nolguín, Santiago de Cuba et Guantanamo, comme évoqué ici. Pour celui-là, je ne suis pas sûr qu'il l'ait déjà réparé, non? Mais en réalité, comme il manque de l'énergie, c'est aussi compliqué, non? Ou ce n'est pas tant une question de réparer ça, non, mais plutôt qu'il n'y a pas assez d'énergie pour les gens là-bas à Cuba. Eh bien, voilà la situation. Aussi. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est cette série de mouvements où ils montrent l'utilisation de drones, cette fois pour attaquer une zone où ils avaient stocké des munitions. Là, il y a les munitions, ils les font exploser et c'était des munitions et des armes, etc., que les Russes avaient cachées dans des tunnels et ils les font exploser là même, n'est-ce pas? C'est aussi un sujet très important. D'autres images qui attirent de l'attention aujourd'hui, c'est celle-ci. Cette image qui vient du Venezuela où il y a des manifestations qui ont dépassé la police. Non, parce que là-bas, l'image de Gabriel Bastidas montre comment ces familles de prisonniers politiques ont réussi à franchir le cordon policier. Et ça, évidemment, c'est aussi important, n'est-ce pas? Un autre fait qui attire également l'attention, c'est ce qui s'est passé là-bas en Russie, où l'on signale une nouvelle attaque, cette fois contre une centrale électrique à Belgorod. Oui, cette attaque menée avec des drones contre la centrale électrique.
C'est une nouvelle politique que l'Ukraine applique depuis quelques mois, enfin relativement nouvelle, où, en gros, quand on attaque l'énergie électrique en Ukraine, ils répondent en attaquant les lignes électriques à l'intérieur de la Russie. Cela aurait provoqué une importante coupure de courant à Belgorod et ce n'est pas la première. Chaque semaine, ils subissent d'importantes coupures de courant dans cette région. Là-bas, il y a même déjà des rapports de plainte de la population. Non, ici nous voyons, enfin ce qu'on peut voir, écoutons. Ceci se passe à Belgorod, d'après les rapports d'hier, enfin aujourd'hui plutôt, vers 8 heures locales, une alerte au missile aurait été donnée, qui aurait frappé et provoqué une explosion, dans la zone d'alimentation électrique. On ignore s'il s'agit d'une sous-station, mais tout le centre de Belgorod a perdu l'alimentation. Au moins quelques heures plus tard, la panne persistait. Je ne sais pas si maintenant le courant est revenu ou non, mais bon, c'est aussi une partie importante de ce qui se passe dans cette région du monde. Abordons d'autres sujets intéressants. Ils ont aussi analysé la situation en Espagne, qui est très intéressante car il y a plusieurs explications, non, sur l'origine de ces tempêtes et des pluies qu'ils ont eues. Il y a d'abord plus de chaleur dans l'Atlantique, comme dit plus tôt, mais il y a aussi une autre raison. Une autre situation qui attire également l'attention, c'est que avant il y avait ici, regardez, voyons ce qui se passait dans cette zone. D'après ce qui est rapporté, dans cette zone, on avait normalement un anticyclone. Qu'est-ce que cela signifie? En gros, du beau temps. Donc il y avait un anticyclone et il était très courant que l'anticyclone reste ici pendant longtemps. Donc cela générait un climat extraordinaire dont ils ont profité pendant de nombreuses années dans cette région de l'Espagne, dans la partie nord, dans cette partie de l'Atlantique. L'avis d'autres scientifiques, météorologues. Comme je le disais, que la température augmente ou non, les schémas régionaux évoluent. Il dit « L'anticyclone des Açores, c'est ainsi qu'on l'appelait, a fonctionné parfaitement pendant au moins les 2 ou 3 dernières décennies. Cela fait que dans cette zone, le climat a tendance à être bon ou mauvais. » L'affaire. Et il s'agit d'une étude réalisée par Nature Geoscience qui révèle que l'anticyclone qui s'était formé ces dernières années. Mais ils pensent que cette zone a connu plus d'anticyclones que de mauvais temps, pour ainsi dire, et que ces 1200 dernières années, il y a eu une certaine stabilité climatique dans la région. Mais cela est en train de changer à mesure que l'anticyclone s'affaiblit. L'anticyclone crée un couloir reliant l'océan au sud de la péninsule, permettant aux dépressions d'entrer librement. Cela vient du golfe de Cadix, et à partir de là, le réchauffement accéléré de l'Arctique a également affaibli le courant jet ou jet stream, qui est le moteur qui guide les dépressions, provoquant leur ondulation et leur formation. Le mauvais temps actuel, fréquent dans ces régions ces dernières années. Alors, est-ce qu'on s'attend pratiquement à ce que le mauvais temps continue? Parce qu'il semble que le schéma de cette zone soit en train de changer, du moins, c'est ce que montre cette étude. La déformation de ce qu'ils appellent le jet stream a créé une vallée aérienne, ou une dépression, qui agit comme un piège à pluie, c'est-à-dire que les pluies arrivent là et sont comme attirées, pour ainsi dire. Avant, les tempêtes passaient vite. Maintenant, elles frappent la même zone plusieurs jours, ce qui provoque évidemment des inondations et des problèmes. De plus, la même étude confirme aussi ce que j'évoquais sur la température. Selon eux, la surface de l'océan est bien plus chaude que d'habitude. En 2025, des températures records ont touché l'Atlantique et 2026 entraîne une nouvelle anomalie observée dans la région. Des températures très chaudes, surtout vers l'Atlantique Nord.
Pour les États-Unis, cela pourrait signifier des ouragans plus puissants atteignant des latitudes plus élevées. Quand peut-être avant il était normal que les ouragans puissants soient ici, eh bien maintenant ils vont continuer à être ici. Certains pourraient même aller jusqu'à New York. Imaginez un ouragan puissant comme ceux en Floride, touchant Haïti, Cuba, etc. Ici au Mexique. Que soudainement l'un de ceux-là arrive à New York, eh bien oui, c'est impressionnant. Passons à d'autres sujets également importants. Comment ça s'est passé pour eux? Comment vont-ils? Passons à d'autres sujets, d'autres affaires qui attirent de l'attention. Passons à un cas vraiment étrange qui a été enquêté. Un personnage qui va à l'encontre, disons, de beaucoup de recherches officielles dans le domaine de l'archéologie, mais qui a suscité beaucoup de tensions dernièrement. Allons dans le détail. Comment allez-vous? Salutations à Loa Magico, Luna Angelica, comment vas-tu? Israël? Tout va bien, Julio Benavides. Quoi de neuf? Allons dans ce détail, non? Et tout de suite, nous laissons ici l'image de fond avec certains des symboles qui ont attiré votre attention dans différentes parties du monde. Je suis sûr que vous remarquez dans ces images que vous voyez maintenant. Un chercheur qui analyse depuis un certain temps différentes cultures de la planète affirme qu'il doit y avoir une autre explication du comment et du pourquoi. Beaucoup de choses ont été construites, beaucoup de civilisations, sur la base de certaines idées et de symboles très similaires. Il a une théorie selon laquelle il aurait existé une civilisation primaire, pour ainsi dire, bien antérieure à celle que nous connaissons, n'est-ce pas? Et comme c'est le week-end, j'aimerais vous parler de ce cas. Non, cela ne veut pas dire que cela a été accepté, en fait c'est tout le contraire. C'est une théorie qui est peu acceptée et qui est très contestée. Mais ce qu'il dit aussi, ce n'est pas seulement une question de remettre en question. Il dit avoir des preuves qui montreraient ce qu'il affirme. Matthew Lacroix, un chercheur indépendant, écrivain et conférencier américain spécialisé dans les civilisations anciennes, affirme qu'il a trouvé de plus en plus de motifs, de symbolisme sacré et d'architecture mégalithique. Ce qui coïncide non seulement avec la facilité de construction, parce que beaucoup disaient que s'ils ont construit en forme de pyramide, c'est parce que c'était plus facile à construire, mais il dit que cela va bien au-delà. Ce n'est pas seulement une question de logique ou de construction, mais cela a clairement un lien avec quelque chose qui a dû exister. Primario, auteur de livres comme Stage of Time et L'illusion de nous, suggère que l'histoire humaine est bien plus ancienne que ce qu'admet l'archéologie traditionnelle. Par exemple, il affirme qu'il y a 38 000 à 40 000 ans, il devait exister une civilisation avancée préglaciaire, antérieure au grand cataclysme, disons, à l'ère glaciaire. Pour ainsi dire, non. Donc avant cela, il y avait une civilisation. Disons-le clairement, je veux dire non. Il ne dit pas simplement qu'il y avait une civilisation très évoluée, très avancée, qui construisait déjà, qui avait déjà beaucoup de progrès dans de nombreux domaines. Mais ensuite, apparemment, le méga effet du climat qui s'est produit à ce moment-là, avec la glace et tout ça, la civilisation a été trop endommagée. Et ils se sont comme subdivisés et il y a eu une sorte d'involution pendant un certain temps, jusqu'à ce que plus tard, cette sagesse réapparaisse. Cette information a commencé à émerger ailleurs dans le monde. Il affirme qu'il existe des motifs géométriques, des symboles, des pyramides à degrés et inversés, des dessins qui apparaissent en Égypte, en Turquie, en Amérique du Sud, en Asie, qui sont totalement liés à la même origine.
Il affirme qu'il a dû exister une civilisation avancée préglaciaire, c'est-à-dire avant le grand cataclysme. Il y a environ 38 000 à 40 000 ans, donc à cette époque, elle existait déjà, ce qui signifie qu'elle serait encore plus ancienne. Il assure qu'à cette époque, il devait eux déjà comprendre les cycles cosmiques et que tout ce savoir a été transmis à travers des codex gravés sur des monuments de pierre pour les générations futures. L'un des principaux points d'intérêt de cette recherche se trouve en Égypte, en particulier dans le temple du Sphinx et sur le plateau de Gizeh, où il interprète des éléments architecturaux ignorés par l'archéologie officielle. Et il dit donc qu'il faut tout reconsidérer. Peu importe si tout cela semble un peu fou, peu importe. Ce dont j'ai parlé pendant de nombreuses années, je l'ai dit hors caméra parce qu'on ne te dira jamais ça devant une caméra. Mais j'ai parlé avec des gens qui sont très impliqués dans l'astronomie, qui travaillant dans des domaines importants de ce secteur ou en archéologie par exemple. Et ce qu'ils te disent, c'est qu'il y a une jalousie professionnelle très forte, dans lequel toute chose qui sort de ce qui est déjà établi et de ce qui a déjà été étudié par d'autres auparavant est difficilement acceptée. C'est très difficile à réfuter parce qu'il y a une grande jalousie, une jalousie professionnelle, donc ils ne l'acceptent pas, ils ne le permettent pas. Et pour que cela passe, la bureaucratie des universités privées ou publiques, ou de n'importe quelle institution scientifique, c'est vraiment compliqué. Ils ne te laisseront pas faire, il faut que ce soit quelque chose de vraiment, vraiment évident, qu'il n'y ait plus d'autre moyen que celui-ci. Ou bien, très souvent, ils s'adressent au public et montrent des preuves jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils commencent à être acceptés. Il y a beaucoup de bureaucratie entre ces universités et scientifiques, et souvent un pays accepte quelque chose mais pas les autres, ce qui pose problème. Et cela arrive en médecine, cela arrive dans les sciences exactes, cela arrive partout, mais dans certaines sciences, cela arrive plus que dans d'autres. Par exemple, spécifiquement en physique, par exemple, et dans d'autres domaines. Tout à coup, c'est un peu plus facile parce que ce sont des sciences exactes. Lorsqu'une découverte survient, il y a parfois plus d'ouverture, mais moins dans d'autres sciences moins exactes. Eh bien, ça commence à être plus discutable de savoir si l'un a raison ou l'autre. Donc il s'ouvre très peu. La communauté scientifique rejette donc les conclusions. Évidemment, ils assurent que cette personne, Mathieu Lacroix, n'est pas un universitaire traditionnel. Et cela a fait de lui un personnage, oui, peut-être très connu, mais qui est constamment impliqué dans des débats. Et il insiste sur le fait il n'est évidemment pas le premier à le dire. C'est pour cela que je le mentionne aussi, car il n'est pas le premier à le dire, et il ne sera pas le dernier. Combien de personnes n'ont-elles pas parlé des célèbres opares ? Par exemple, il existe un musée dédié à cela. Des technologies, pour ainsi dire, des figurines, des technologies, ou des objets simples comme un marteau. Des objets de ce genre qu'ils ont trouvés, mais qui n'ont pas 40 000 ou 50 000 ans, mais plutôt 150 000 ans ou quelque chose comme ça. Ils ont trouvé des colliers, ils ont trouvé des objets, n'est-ce pas ? Des choses qu'ils ont fabriquées dans l'Antiquité, mais pas anciennes. Vraiment, vraiment très anciennes. Et tu te demandes, qui les a fabriquées ? Si on suppose qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la possibilité de faire quelque chose comme ça, qui a fait ça ? N'est-ce pas ? Donc il y a des débats, il faut débattre de ces sujets-là. Mais oui, c'est vrai que sur ces questions, les avancées sont lentes, non ? Je laisse un commentaire et continue de suivre. Si quelque chose d'important apparaît, on en discutera en détail. Mais il y a un député qui s'appelle Eric Pollerson. Il vient du Missouri aux États-Unis, non ? Et ce député dit qu'il a déjà donné l'ordre de la part de Trump pour aller enquêter sur les bases comme la zone 51 et toutes celles-là, pour enquêter et sortir tout ce qu'on peut. En ce moment, il est pressé de sortir son chupacabra, donc il est pressé de sortir quelque chose d'étrange, quelque chose qui lui enlève la pression médiatique. Donc, dans tout ça, qui sont des scandales, peut-être qu'au moins, des choses intéressantes seront révélées.
Il faudrait de la solidité et des preuves, non? Sinon, ça n'a pas de sens. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'idée de générer et d'attirer l'attention. Le point, c'est que le député du Missouri, Eric Pollerson, qui fait partie du comité de surveillance du Congrès, enquête sur les phénomènes anormaux non identifiés, connus sous le nom de PANIS ou OVNI ou UFO, ou comme vous voulez les appeler. Mais ce législateur républicain affirme que la demande a déjà été faite au président et que des responsables de la Maison-Blanche cherchent à visiter les sites militaires où il y aurait du matériel récupéré, des restes biologiques et des dossiers et archives de, soi-disant, des rencontres avec ce type d'objet, n'est-ce pas? La Maison-Blanche, soi-disant, selon le député, a déjà demandé au département de la Défense ou au département de la Guerre, maintenant, de mener cette enquête interne. Alors, si ce que dit Pollerson est vrai, eh bien, même de manière indirecte, ils voudront sortir ces choses, ou même de manière directe, n'est-ce pas? Mais il y a déjà une demande dans ce sens, soi-disant, donc eh bien, nous resterons attentifs pour voir ce qui en ressortira. Eh bien, voyez-vous, il y a un rapport qui est publié par différents organismes de défense des droits de l'homme. Dans ce cas, même Amnesty International a déjà signalé cela. En Corée du Nord, ils élimineraient l'ordre des jeunes, des mineurs, pour avoir regardé la série Squid Game, qui est un programme de Corée du Sud. Amnesty International fait principalement cette dénonciation. Ils disent, eh bien, qu'ils ont des rapports fiables, disons, selon lesquels la Corée du Nord exécuterait, éliminerait ces mineurs. Ayant regardé l'émission, on a déjà évoqué par le passé des punitions très sévères. Par exemple, écoutez BTS, des Coréennes et des Coréens qui écoutent ce genre de musique qu'ils appellent le K-pop, n'est-ce pas ? L'ONG Amnesty International dénonce que le régime de Corée du Nord aurait exécuté des citoyens, y compris des mineurs, pour des délits, comme regarder leur série sud-coréenne, dont le jeu du calmar. Amnesty International a indiqué cette semaine que les citoyens surpris à regarder des programmes sud-coréens risquent une humiliation publique, à passer des années dans un camp de travail. Mais dans certains cas, ils sont également exécutés. Des situations très terribles. Il y a aussi un sujet dont il parle, c'est de savoir si on a de l'argent, parce qu'il y a aussi des gens qui ont leurs propres moyens, des gens qui travaillent la rente pour le régime ou des choses comme ça, qui ont de l'argent. Ils peinent des pots de vin et échappent au problème. On ne leur fait rien. Mais celui qui n'a pas de quoi payer des pots de vin à différents soldats, militaires, etc. Eh bien, c'est la prison, les travaux forcés, et vous savez, la situation est très dure. Bon, une autre situation aussi, un autre sujet intéressant sur ce qui se passe dans le monde. Une situation très curieuse a été enregistrée dans la rivière Green. Ils assurent une anomalie, en parlant d'anomalie, une anomalie à 200 km de profondeur qui, eh bien, a attiré l'attention. Une rivière qui fait l'objet de recherches depuis des années. Et les scientifiques ont résolu ce mystère géologique qui existe depuis 150 ans, ils en font sûrement état. Pendant plus de 150 ans, les géologues n'ont pas compris comment la rivière Green a traversé les montagnes de Uinta, formées bien avant que la rivière n'adopte son cours actuel. Les montagnes ont environ 50 millions d'années, tandis que le cours de la rivière Green s'est établi il y a 8 millions d'années. Comment une rivière plus jeune a-t-elle pu se former au sein de montagnes très anciennes? Cela d'un point de vue géologique. Pendant des décennies, différentes hypothèses ont été proposées, comme le fait que les rivières plus anciennes que les montagnes subissent des captures fluviales ou une accumulation de sédiments, mais aucune ne parvenait à expliquer cette situation.
Des chercheurs de l'université de Glasgow et de l'Utah ont dirigé leur attention vers un autre sujet. Les profondeurs de la Terre comprennent la lithosphère et la couche rythmique, incluant croûte et manteau supérieur. Selon ce qu'a révélé l'étude, un phénomène connu sous le nom de goutte à goutte lithosphérique, où une masse dense sous ces croûtes se détache et s'enfonce, cet enfoncement aurait été précisément provoqué par ce phénomène. Eh bien, c'est du moins ce qu'ils ont conclu pour l'instant. La jonction de la rivière Green avec le système du fleuve Colorado a modifié la ligne de partage des eaux continentales, affectant les eaux qui s'écoulent vers le Pacifique et vers l'Atlantique. Cela a changé habitat et évolution de la faune locale. C'est donc un mystère qui serait à moitié résolu, car cette situation est en cours d'investigation, un autre sujet qui attire également l'attention. Il y a une plainte qui est en train d'être déposée contre lui. Ils affirment que les exigences imposées pour travailler chez SpaceX au Texas ont été, tout simplement refusées, de la part des personnes qui pourraient y travailler, des ingénieurs et des gens qui pourraient être embauchés, qui réussissent dans tous les tests. Pour ainsi dire, ils décident de ne pas travailler pour SpaceX. Ils préfèrent aller dans d'autres entreprises parce que, en gros, ce qu'on leur demande, c'est de travailler chez SpaceX et pratiquement de vivre chez SpaceX. Les heures sont excessives et ils n'offrent aucune opportunité professionnelle à leurs partenaires, les forçant ainsi à rester dans ces petites villes réservées aux employés de SpaceX. Mais le partenaire n'a pas le droit de travailler, c'est-à-dire qu'on ne lui donne pas de travail, donc il doit partir de là pour travailler ailleurs. C'est un sujet sur lequel, évidemment, beaucoup se sont plaints. Ils assurent qu'il se comporte comme une sorte de monastère technologique. En fait, c'est ainsi qu'il l'a défini pour les deux. Il note que les employés de SpaceX sont isolés de la population générale, ou maintenus aussi isolés que possible. Je ne sais pas si c'est pour la sécurité ou éviter qu'on leur vole leurs employés, mais c'est ce dont ils se sont plaints. Donc beaucoup de gens ont simplement décidé de ne plus travailler pour cette entreprise. Starbase est situé près de la frontière mexicaine, à 40 minutes de Broadville. Il attire l'attention sur le fait qu'elles sont placées en dehors des villes, pour que ce soit compliqué de devoir sortir. Le siège, par exemple, de la Gigafactory qu'ils ont à Austin est en réalité à 30 minutes d'Austin. Et il a aussi dû s'adapter à cela. Les familles n'ont généralement pas... les familles vivent là-bas avec les travailleurs et n'ont généralement pas de vie à l'extérieur. L'attention s'est portée sur la manière d'agir de ces initiatives, qui visent à intégrer logement, éducation et services de base. Tous, à l'intérieur, c'est essentiellement ce qui est dominé ou contrôlé par cette entreprise ou ces entreprises. Le sujet est très intéressant. Bon, passons à d'autres sujets aussi, à d'autres questions importantes. Sokgu. Ce que nous avons vu il y a un instant attire l'attention. De ces affrontements qui ont eu lieu là-bas, comment ça s'appelle? En Italie, non? Les manifestations contre les Jeux Olympiques. Plusieurs incidents ont déjà eu lieu, y compris lors des troubles. Des milliers de personnes ont parcouru les rues de Milan pour protester contre l'impact environnemental, social et économique des Jeux Olympiques d'hiver dans des villes comme Cortina d'Ampezzo, etc. D'après les médias locaux, le comité des Olympiades insoutenables et Réunion a organisé la marche, rassemblant environ 5000 manifestants. La journée s'est terminée dans la tension avec des incidents et de graves troubles entre les manifestants et les forces de sécurité qui se sont affrontés. Il y a eu de tout. Vous savez, des jets d'eau puissants, la police avec les boucliers, vous voyez le genre, non ? De telles situations et affrontements importants, avec aussi des feux d'artifice, il y a vraiment eu de tout. La critique fait partie des raisons pour lesquelles on a utilisé trop de neige artificielle. Cela engendre une dépense et une gestion de l'eau très importante.
déforestation et transformation urbaine pour organiser les Jeux olympiques, ainsi qu'une série de situations qui ne leur ont pas plu. Voilà la situation. Passons aux commentaires. Comment cela s'est-il passé pour vous? Avez-vous passé un bon week-end? C'est notre deuxième diffusion. On met donc à jour au fur et à mesure. J'ai vraiment été surpris par ce que rapporte la NSA, mais en même temps, ils gardent tout dans l'ombre. Donc il est difficile de déterminer d'abord quel pays a des appels secrets avec quelqu'un du cercle proche de Trump. Cette personne travaille-t-elle encore avec eux? Quelles étaient ses intentions? On l'ignore, il y a des choses très graves, dit-il. Tino dit « Une fois, mon chien a attrapé un lièvre. Il n'a jamais plu autant sans que ça ne s'arrête. » Comment vas-tu, Tino? Un grand salut à Julio Benavides, salutations jusqu'au Pérou, également à toute la communauté qui nous regarde depuis l'Espagne, depuis le Pérou, depuis, les États-Unis, évidemment ici à Mexico, Monterrey, dit-il. Merci pour vos informations. En ce qui concerne les ruines historiques, il y a beaucoup de ruines en pierre et elles ont des symboles communs ou des pratiques funéraires similaires. Par exemple, les momifications, dit Karim. Comment vas-tu, Karim? Salutations, dit-il. Patrick affirme qu'ils sont encore plus oppressifs que la Corée du Nord, vraiment très extrêmes. Salut Betty Dreyfus, comment vas-tu? Salut Miguel, ça va Israël? Merci à toute la communauté. On se revoit plus tard pour discuter si besoin, sinon à ce soir. Tout dépend des informations. À bientôt, Forte Accolade.